Clap de fin pour le championnat de Belgique de football. Que retenir des clubs bruxellois après le titre de l'Union, les flops d'Anderlecht et du RWDM? Quelle offre de formation pour les jeunes, qu'ils soient futurs pros ou qu'ils jouent simplement pour le plaisir? Un versus sportif cette semaine. Bienvenue sur ce plateau. Et j'accueille pour échanger sur ces questions Zouer et Sikal, bonjour. Vous êtes agent de joueur, vous avez eu plusieurs professionnels et vous nous direz quel est le regard que vous portez sur cette saison et sur la formation en région bruxelloise. Rémi Rucois, bonjour. Bonjour. Journaliste sportif à la rédaction des sports de BX1, grand connaisseur évidemment des clubs connus et parfois un peu moins connus de la région bruxelloise. Bonjour aussi à Thierry Forton, vous êtes administrateur au Crossing Scarbeck, un club qui est lui aussi monté et qui a eu un titre cette saison, et École de Jeunes dont vous êtes le président, et on va donc voir avec vous ce que vous proposez dans votre club et voilà, ce qui existe en termes de formation pour les jeunes. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Vous en avez formé beaucoup et vous continuez à le faire. Sophie Vandenbroek, bonjour. Puisque vous êtes joueuse de football mais aussi coach dans une équipe au Royal FC Saint-Michel. Bienvenue à vous. On l'a dit, c'était l'année de l'Union Saint-Gilloise. Zouer et Sikal, ça a été pourtant une saison compliquée pour l'Union Saint-Gilloise. À quel moment, vous, observateur professionnel, je vais dire, vous avez été certain qu'ils décrocheraient le titre, que ce serait leur saison? En fait, on ne sait pas le savoir très tôt parce qu'avec le système de play-off, avec la division des points, ça relance tout. Et en fait, c'est juste la dynamique avec laquelle vous arrivez sur les play-offs. Qui fait que vous avez les chances de pouvoir le faire. Après, je me souviens qu'au mois de décembre, c'est un peu compliqué. Ils avaient ressorti la Poussin du frigo pour les aider parce qu'il n'y avait pas les bons résultats. Je pense même que le coach, à ce moment-là, avait été remis en question. Et puis, ils ont pu rebondir. Et à la différence de l'année passée, là où le ballon ne rentrait pas, cette fois-ci, c'est rentré. Et du coup, ils finissent champions. Un peu de chance, cette part non préparable. Ça se joue sur, on le dit souvent, c'est bateau de le dire comme ça, mais ça se joue sur des détails. Un match qu'ils auraient perdu ou ils auraient fait un match nul, cette fois-ci ils l'ont gagné cette saison. Et ces 2 points de différence, à la fin on voit que c'est les 2 points qui font qu'ils sont devant Bruges. Donc ça se joue sur des détails, sur un match, peut-être au mois de février, qui fait qu'ils l'auraient perdu avant, ils l'ont gagné cette fois-ci. Et au final... Voilà. Rémi Rucois, ils ont quand même fait 4 saisons au top, l'Union Saint-Gilloise, chaque fois avec un entraîneur différent, avec un noyau qui a évolué. Alors, si les joueurs évoluent, si l'entraîneur évolue, qu'est-ce qui a maintenu l'Union Saint-Gilloise au top du foot belge et qu'est-ce qui va être plus cette fois-ci? C'est les dirigeants du club peut-être? Il y a toujours, on a l'impression que c'est un peu magique. À l'Union, les dirigeants retrouvent toujours ce qu'il faut, aussi bien sur le banc que les joueurs. L'Union a connu 5 paires d'attaquants différentes sur les 5 dernières années, puisqu'à chaque fois, ces joueurs avaient été rachetés par des clubs plus grands. On pense à Undav qui était parti notamment en Allemagne après la première saison de l'Union. Et ici, ils sont arrivés de nouveau avec Ivanovic, Fouzaini, Promis David. Et ça a marché, ça n'a pas tout de suite marché. Ça a été un peu ça cette saison. Pocognoli, il est arrivé aussi un peu plus tard que les autres entraîneurs. Il est arrivé presque à la veille de la Supercoupe de Belgique. Et c'était sa première expérience d'entraîneur aussi. On avait l'impression qu'on allait peut-être vers le début de la fin, entre guillemets, pour l'Union, à 2 points de la relégation en fin novembre, après un match contre le Standard. Et on pensait que c'était un peu la fin. Et au final, non. Pocognoli y a toujours cru dans son système de jeu aussi, et dans lequel les dirigeants ont toujours cru. Il y a une manière de jouer. Et c'est aussi quoi le système de jeu de l'Union, Rémi Rucois? On ose assez à l'Union, on reste assez offensif, on recrute aussi des joueurs en fonction du système de jeu de l'Union, et on ne recrute pas toujours nécessairement des célébrités. Par exemple, Dolberg était bien plus connu que Ivanovic quand il a été recruté à Zouer et Sikal, parce que vous avez eu des joueurs de l'Union, on citait Loïc Lapoussin. Quand vous travaillez avec ce club-là et d'autres, c'est des directions... c'est une direction différente. L'Union travaille d'une certaine manière, qui est un petit peu guidée par Brighton, qui est entre guillemets le club mère. Ils travaillent énormément avec les datas. Ils ont un système qui a été créé par Tony Bloom à la base pour les paris et que maintenant ils ont redirigé pour le football. C'est-à-dire qu'eux ont un portrait robot du joueur qu'ils veulent. Ils ont un système data qui va leur retrouver les joueurs qui correspondent le mieux au portrait robot qu'ils ont dessiné. C'est-à-dire un attaquant, par exemple, qui met beaucoup d'intensité de pressing, ce qu'ils avaient eu avec Undav, ce qu'ils ont avec Ivanovic. Une IA, en fait, une intelligence artificielle. C'est quasi une IA, mais c'est vraiment
comme ça qui filtrent les joueurs. Donc, ils peuvent aller chercher un joueur en Scandinavie, comme dans les pays de l'Est, grâce à ces systèmes-là. Et alors, dans un second temps, ils font un assessment, donc ils analysent le joueur plus au niveau comportemental, pour voir un peu si c'est quelqu'un qui va rentrer dans le moule l'Union Saint-Gillois, si c'est quelqu'un qui va se battre, parce que il faut savoir que les conditions d'entraînement, etc., de l'Union, ce n'est pas les conditions que vous allez trouver à Genk, etc. C'est-à-dire les terrains d'entraînement, le stade, il est un peu plus vétuste. Donc, il ne faut pas des joueurs non plus qui ne s'adapteront pas à cet environnement-là, qui viennent en se disant... Là, voilà, je me tourne vers nos deux responsables de formation de jeunes. C'est quand même quelque chose d'important. L'état d'esprit, qu'on soit amateur ou professionnel, ça joue énormément sur une performance sur un terrain. Vous nous le confirmez, Thierry Forton, par exemple ? Le joueur doit se sentir bien, mais le club doit aussi montrer ses infrastructures aux joueurs, parce que si ça ne convient pas, ça ne pourra jamais matcher. Et c'est ce qui se passe à l'Union. Je pense qu'une des premières choses qu'ils montrent, c'est leur stade, c'est leur vestiaire. Et franchement, je veux dire, il y en a, à mon avis, beaucoup de meilleurs vestiaires que ce qu'il y a là, mais c'est ce qui fait leur charme et c'est aussi ce qui fait peut-être leur réussite. Alors, un club pour lequel ça n'a pas été à Bruxelles, c'est le RWDM. Pendant plusieurs semaines, on les voyait monter, ils avaient je ne sais combien de points d'avance, Rémi Rucois. Est-ce qu'on y a vraiment cru ou c'était surfait, cette avance du RWDM ? Est-ce que vous, journaliste sportif, vous attendiez à voir le RWDM en D1 cette saison ? Nous, on était sûrs pour les petits secrets de l'émission sport. On préparait même les reportages pour la montée du RWDM, comment ça s'était passé cette saison, tout ça. Donc ça a été très très surprenant. 3 chances d'y arriver pour au final ne pas y arriver, alors qu'il y avait des matchs qui semblaient prenables. Un match Et c'est quoi, c'est le ballon qui a roulé du mauvais côté ou c'est autre chose ? On ne sait pas, on a l'impression que ce groupe s'entendait pas si bien qu'il avait l'air de s'entendre. Dès le premier échec au Patro Eisden, quand ils font un 1-1 alors qu'ils avaient mené 0-1, s'ils gagnaient, ils montaient. Il y a eu des tensions dans les vestiaires entre certains joueurs et on s'est rendu compte que l'ambiance n'était peut-être pas aussi sereine qu'elle avait l'air d'être pendant l'entièreté de la saison. Zouer Essikal, le RWDM, on se souvient, la saga Thierry Dailly. Maintenant, John Textor, c'est lui qui a... Enfin, il avait déjà la main, mais... Il y a un problème au niveau de la direction, elle ne met pas assez les gens en confiance, ou c'est à un autre niveau, au niveau de l'entraîneur qui a d'ailleurs été changé en fin de parcours ? En tant que club, vous avez besoin de stabilité. En tant qu'entraîneur, vous avez besoin de stabilité. En tant que joueur, vous avez besoin de stabilité. Et force est de constater que sur les 2-3 dernières saisons, c'est tout sauf stable. Je me souviens encore qu'ils avaient changé de coach à la veille du démarrage de la saison passée. Là, ça a changé de coach alors qu'en fait, il fallait, selon moi, comme tu as très bien dit, rassembler l'équipe autour d'un objectif commun. Et donc, il se trouve que voilà, c'est un club où un coach peut voir arriver un joueur brésilien de Botafogo sans en avoir été averti. Ça n'aide pas pour travailler. Et c'est là où on voit une différence, par exemple, avec l'Union, où tout est bien carré, on sait ce qui se passe. Et c'est l'instabilité pour moi qui a coûté la montée, d'autant que après le premier échec, ce qu'il aurait fallu faire, selon moi, ce que par exemple en France l'Olympique de Marseille a fait, c'est réunir le groupe, se retirer 4-5 jours avant le prochain match et recréer une cohésion pour pouvoir aller chercher cette montée. Est-ce qu'il y a de la place en région bruxelloise pour 3 clubs de division 1 ? Que ce soit pour les supporters, pour les sponsors, pour l'organisation générale. C'est une vraie question. Si le RWDM monte la saison prochaine, on aura 3 clubs en division 1. On doute que Anderlecht ou l'Union descendent en D2. Hein. Voilà, parlons pas de malheur. Est-ce que 3 clubs de D1, c'est possible ? Est-ce que c'est bon pour le football ? Thierry Forton, Zouer Essikal ? Je pense que oui, il y a la place, puisqu'on a bien 2 clubs à Bruges, on a eu 2 clubs à Anvers. Bruxelles est grand, je pense qu'il y a la place. Voilà, ça s'est vu l'année dernière, ça fait des derbies, ça fait le folklore, donc oui, il y a la place. Je voudrais parler de la formation des jeunes, parce qu'on va parler d'Anderlecht, on en parle dans beaucoup d'émissions, mais ici je voudrais avoir un focus sur la formation des jeunes. Est-ce que Anderlecht, et je vais poser la question aux 2 formateurs de jeunes ici, est-ce que Anderlecht Nerpede, c'est toujours la meilleure école de formation de Belgique ? Oui ou non ? Sophie, vous êtes un peu en retard de temps dedans. Est-ce que c'est vraiment celle-là la meilleure pour former des jeunes ? Après, je pense qu'il faut aussi voir en fonction de la motivation des jeunes. Moi, parfois, ce que j'ai un peu plus peur avec les gros clubs, c'est que les enfants, à force d'avoir tellement d'entraînement et tout, perdent
un peu le loisir qu'ils ont quand ils ont dans le foot. Enfin, on le voit bien, sinon ils n'ont pas le temps pour l'école, ils n'ont pas le temps pour les amis en dehors et tout. Donc parfois, voilà, on préfère qu'ils fassent plus 2 entraînements et voir si ça leur plaît vraiment pour aller plus loin ensuite, quoi. Parce que Zoé Récical, Anderlecht, c'est quand même le club qui fait rêver beaucoup de jeunes, surtout à Bruxelles. Si vous avez une jeune pousse, vous, dont les parents vous disent, tiens, lui, je sens qu'il a un avenir, tu seras peut-être son agent, vous lui recommandez d'aller où? À Anderlecht, à l'Union, au RWDM, dans un autre club, peut-être avec moins de pression? Aujourd'hui, la réalité, c'est que ces dernières années, le club qui a pris une grande avance en termes de formation, je parle au niveau élite, c'est Genk. Genk travaille très très bien avec les jeunes. Maintenant, et je le sais parce que je suis en contact régulier avec Anderlecht, c'est qu'ils sont en train de faire un travail de fond pour corriger ça. Parce que sur les 5-6 dernières années, entre autres avec le départ d'Elkanous qui était parti justement à Genk, ils ont perdu un petit peu cet ADN qu'ils avaient de former des jeunes bruxellois, des jeunes de la région pour les faire monter en équipe première. Et là, il y a un switch assez important à ce niveau-là. Mais bon, comme tu disais très bien, il faut quand même garder un moment une balance entre cette formation qui est élitiste et ne pas esquinter ces jeunes parce que ça reste des enfants qui ont des rêves. Mais il y a des jeunes d'Anderlecht qui évoluent dans l'équipe première. On peut parler des Stroikens, on peut parler des Vorskarod. Ce sont des jeunes qui ont été formés à Nerpid. C'est pas non plus la génération Lukaku compagnie. C'est ça qu'on peut dire. On n'arrive pas à en faire des super vedettes à l'international. Non, mais après, je pense qu'on sort pas tout le temps des super vedettes à l'international. Même, Lukaku et compagnie, même pour la Belgique en général, c'était quand même assez exceptionnel de les sortir comme ça. Mais il y a quand même une régularité à Anderlecht qui sort toujours des bons jeunes qui les gardent pas toujours. Un aspect un peu particulier d'avoir Ait El Hadj et Sadiki qui se sont beaucoup plus plu à l'Union qu'à Anderlecht finalement, mais on se rend compte que c'est quand même Anderlecht en tout cas qui à Bruxelles apporte le plus de jeunes joueurs, et quand on regarde même encore maintenant la nouvelle équipe nationale, il y a encore beaucoup de jeunes qui sortent de Nerpid. Et donc ça par exemple, c'est quelque chose, il y a 5 à 10 ans, ça aurait été impensable de voir un jeune d'Anderlecht se retrouver à l'Union. C'était impensable. Et en fait, on en arrive là parce que le chemin qui est préparé pour ces jeunes formés à Anderlecht n'est plus aussi clair qu'il a été à l'époque, ou même avec encore les derniers comme Stroukens, où on savait depuis qu'il a 15-16 ans que son chemin était défini, ce qui n'était pas le cas pour Sadiki, ce qui était un peu moins clair pour Ait El Hadj. Et voilà pourquoi même Stassin par exemple, où on lui préférait Vasquez, et au final je pense que tous les supporters anderlechtois le regrettent. C'est ça qui est différent par rapport à avant, où il y avait moins de clarté sur le projet à moyen terme pour les jeunes. Ça marche comme ça aussi dans des clubs comme le Crossing Scarbeck, le FC Saint-Michel. On repère très vite des jeunes, on se dit lui, elle va pouvoir nous aider jusqu'à l'équipe première. Thierry Forton, ceux qui ont gagné la place en D3, ce sont des jeunes que vous aviez dans votre club depuis longtemps? Alors malheureusement non, parce que justement dans un club comme le Crossing ou Saint-Michel, je pense que dès que tu as un joueur qui a un très bon niveau, il est parti avant, parce que voilà, à Bruxelles on a trop de clubs autour qui sont au niveau élite, et alors ça travaille pas spécialement mieux que dans les clubs amateurs, mais par contre les adversaires sont meilleurs, et du coup c'est ça qui attire aussi les parents. Nous, je veux dire, ça nous arrive de gagner des matchs par une quinzaine de buts d'écart. Et aujourd'hui, ça, tu retrouves moins dans le championnat élite. Et donc, du coup, les parents sont demandeurs pour ça, parce qu'il y a des adversaires plus durs. Il y a peut-être un entraînement supplémentaire que dans les clubs amateurs. Et du coup, c'est ce qui fait ça. Sophie Van Den Broek, il faut peut-être expliquer, parce que c'est pas clair pour tous les parents, que dans la formation des jeunes, on a fait beaucoup d'évolutions par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années. Ça marche comment dans un club comme le vôtre? Et est-ce que tout le monde a sa chance? Comment on fait quand il y en a un qui est meilleur que les autres, ou une joueuse qui est meilleure que les autres? Comment ça marche? Alors, chez nous, on ne fait pas en fonction du niveau des joueuses, comme je coach les filles. Chez nous, c'est vraiment tout le monde a droit à son temps de jeu, alors que je sais que dans certains clubs, c'est plutôt effectivement l'élite. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Tout le monde a droit à son temps de jeu, tout le monde peut choisir sa place, il y a tout ça. Voilà. Tout ça. Et ça marche, je veux dire, ça procure quoi aux enfants? Ils peuvent jouer un peu plus, ou bien il y a une idée sportive derrière?
Ça leur permet de ne pas perdre la joie de jouer au football et de continuer. Enfin, nous, c'est vraiment... elles sont là pour être avec leurs copines, quoi. Il n'y a pas vraiment de « je veux être la meilleure, je veux... Donc c'est pour vraiment garder cette bonne ambiance. Alors vous dites elles parce que vous Oui, coachez moi, une équipe de filles, mais voilà. il y a aussi des équipes avec des garçons et des filles. Ça marche comment? C'est jusqu'à quel âge qu'on mélange les garçons et les filles on peut mélanger les filles jusqu'à U14. Et il y a d'ailleurs à Saint-Michel certaines équipes où il y a 2-3 filles dedans parce que malheureusement on n'a pas assez de place pour faire que des équipes filles. Et voilà, mais nous en plus, mon équipe fille joue contre des garçons, donc c'est pas un championnat féminin, parce que comme ça justement elles apprennent un peu plus à être un peu plus robustes et elles ont un plus grand challenge aussi. Parce que beaucoup de clubs qui ont des équipes filles dans les jeunes, c'est pas toujours un niveau très élevé, et donc comme disait Thierry, nous, enfin voilà, les filles, à des matchs, l'année passée, elles étaient dans le championnat féminin, elles gagnaient 15-0 à tous les matchs. Et donc, il y a un moment, elles évoluent plus et elles perdent le plaisir de jouer, ce que cette année, on a moins. Zouher et Sikal, c'est quelque chose qui est intéressant pour finalement un dénicheur de talent, comme vous, un agent, d'aller regarder. Mais vous commencez à regarder des jeunes à partir de quel âge, vous très petits, ou bien il faut qu'ils aient déjà mué, qu'ils soient jeunes adultes? Avant 15 ans... Et je le dis même aux parents, il n'y a aucun besoin d'avoir un agent, tout simplement. Mais à partir de 15... Après, je vois évidemment qu'il y a des gens qui tournent autour de jeunes qui ont 11 ans, 10 ans, etc. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a aucune garantie que l'enfant qui a 10 ou 11 ans, qui est bon à ce niveau-là, le sera après. Ou qui joue encore au football quand il arrive à 18 ans. Donc c'est vraiment vers les alentours de 15 ans. Et ce que je conseille toujours aux parents, c'est avant cet âge-là, de les mettre dans un environnement où ils s'amusent. C'est pas parce que tu es en Anderlecht à 11 ans que tu vas finir en Anderlecht quand tu es en équipe première ou à l'Union ou au RWDM. Mais à partir de 15 ans, c'est à ce moment-là que les choses s'accélèrent un petit peu. Thierry Forton, Sophie Van Den Broek, les parents, c'est pas toujours facile à gérer, j'imagine, même dans des clubs familiaux où vous définissez comment le crossing? C'est juste en dessous de l'élite, c'est déjà de l'élite pour vous? Et comment vous gérez les parents? Est-ce que vous leur fixez des règles? Est-ce que parfois il faut en recadrer? Alors oui, il y a des règles forcément, comme dans un club d'élite, il n'y a pas de passe-droit. Ben voilà, il y a un organigramme, il y a à suivre, il y a un règlement à suivre, et voilà. Et si ça convient pas, ben voilà, on se sépare. Sophie Van Den Broek, c'est parfois compliqué les parents en bord terrain. Ils pensent tous être manager, coach à la place de la coach. Oui. Okay, voilà. Oui, ils donnent beaucoup les directives à leur enfant. Ah, fais ceci, fais cela, alors que c'est pas spécialement ce sur quoi on a demandé à leur enfant de se baser à ce match-là. Enfin, il y a certains matchs où je vais dire, ben voilà, c'est ça l'objectif. Et puis il y a des parents, évidemment, qui vont crier l'inverse. Ben alors là, en général, à la mi-temps, je vais leur parler. Je fais, ben voilà, non, c'était pas ceci que je vois, donc merci. Enfin, voilà, je leur demande de moins faire. Et en général, ça va. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont convaincus d'avoir un mini Messi à la maison, non? Il y avait une tendance sur Internet qui était projet Mbappé, où tous les parents espéraient que leur enfant, ils font des vidéos de leur enfant qui fait un jonglage ou un truc comme ça. Et pour moi, c'est une dérive qu'il faut absolument éviter. Je le vois aussi, pour la petite parenthèse, mes 2 fils jouent au football à Saint-Michel, donc je connais un peu le fonctionnement là-bas, il est très sain. Mais tu vois des parents qui arrivent sur un match de U10C, et crient sur leur enfant, et tu vois que l'enfant, il n'a même plus de plaisir à être sur le terrain. Donc pour moi, il faut éviter de penser au projet Mbappé, etc. C'est un sport, le but est juste de faire bouger les enfants, qu'ils aient une activité sportive, qu'ils s'adaptent dans un groupe. Il faut s'arrêter là. S'il est bon, pas s'inquiéter, les recruteurs sont là, il fera une carrière. Mais le plus important, c'est de ne pas dégoûter l'enfant de faire du foot ou d'avoir peur de ses parents. Je repose la question aux 2 formateurs. Vos 2 clubs sont complets, j'imagine. Il y a même des listes d'attente. Rémi Rucois, c'est le cas à peu près partout en région bruxelloise. C'est pas facile de trouver une place pour un enfant qui joue au football. Ça marche comment quand on veut l'inscrire? Oui, tout à fait. On a analysé ça pour BX1. On avait, en tout cas en début avril, on n'avait plus que 4 clubs qui pouvaient accueillir des jeunes sans aucune demande, quel que soit l'âge.
on se rend compte que dans la plupart des clubs bruxellois, à partir du jeu à 11 contre 11, ils s'obligent à faire des tests parce qu'il y a juste plus de place. Des clubs au Kosova Scarbeck, ils ont une centaine de jeunes sur liste d'attente. Au Racing, on tourne autour de 200, 300 jeunes aussi qui ne peuvent pas intégrer dans leurs équipes. Ou même au Racing, on m'a dit, en fait, nous, ça fait depuis septembre qu'on est déjà plein pour la saison prochaine, puisqu'il n'y a même plus véritablement de départ, parce que comme les places sont chères, les gens ne quittent plus non plus leur club par peur de ne pas retrouver une place. Et on fait comment alors, Sophie Van Den Broek, dans un club comme Saint-Michel, quand il y a des jeunes qui veulent s'inscrire, on fait un talent day, on les recrute, mais alors, et quoi, on étend les noyaux à l'infini, ou bien on doit parfois dire à des jeunes, on ne peut pas continuer avec toi? On a une limite et par contre, tant que les joueurs sont assidus et sont là à un certain pourcentage d'entraînement et tout, on les garde. Okay. Maintenant, si vraiment le niveau est bien inférieur du joueur, alors on va lui suggérer d'aller dans un autre club, mais a priori, on ne les met pas dehors comme ça. Et vous, au Crossing Scarbeck, Thierry Forton, ça doit vous arriver, vous qui frappez à la porte de l'île, de devoir dire à quelqu'un t'as pas le niveau? C'est plus de 800 joueurs cette année, et il n'y en a pas... Mais on fait comment quand on doit dire à un jeune t'as pas le niveau? On lui dit comme ça? On le dit à ses parents? On lui dit pas? Oui, on essaye de leur dire qu'il y a des... Et c'est souvent les clubs autour de Bruxelles, dans les petits villages, où là, il y a encore de la place, et là, c'est plus facile. Le niveau est un peu moins... Il faut les rediriger. Pour BX1 à Wezenbeek-Open, qui a ouvert un nouveau club il y a 4-5 ans, et qui se retrouve déjà maintenant avec 500 jeunes directement, principalement des gens qui n'ont pas trouvé de place à Bruxelles. Alors je voudrais aborder, il nous reste 2 minutes dans ce débat, et je voudrais vraiment les consacrer à cette question qui a fait la une de l'actualité, elle n'était pas heureuse. Ce sont les violences dans et autour des stades, les cris, la haine, le racisme dans et autour des stades. Qui croit aux mesures telles qu'elles ont été proposées, les caméras à reconnaissance faciale à l'entrée des stades, des amendes sur les clubs, Zouare et Sikal, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire réfléchir les clubs, ou bien les groupes de supporters, par essence, resteront incontrôlables, les groupes de hooligans en tout cas? Le problème, c'est que la bêtise humaine est difficilement contrôlable. Après, je sais qu'il y a des pays qui sont limitrophes ou un peu plus loin qui ont réussi à diminuer ces dangers-là. Je prends par exemple la Russie qui oblige maintenant chaque supporter à avoir un supporter ID, c'est-à-dire une espèce de carte d'identité, pour leur permettre aussi de savoir s'ils étaient au stade, etc. En Angleterre, ils avaient fait un travail très important, mais ils ont juste déplacé un peu la problématique de Premier League vers les ligues. Alors voilà, ça, Thierry Forton, c'est ce que vous craignez un peu, si on ne peut plus aller castagner à Anderlecht ou dans d'autres grands clubs, dans d'autres grands stades, on ira au Crossing Scarbeck, où vous n'aurez peut-être pas les moyens d'avoir la police comme d'autres? En tout cas, je dirais un club comme le Crossing, on a des réunions déjà avec la police, avec un service de spotters qui connaît un petit peu, on va dire un peu les hooligans. Et donc du coup, maintenant, avant chaque match, on a souvent un appel téléphonique où il y a les zones de police qui prennent contact, voir un petit peu quels sont les risques. Et souvent, c'est évalué. Et quand il y a un risque, forcément, il y a des mesures qui sont prises pour éviter... Et c'est quoi pour un club comme le vôtre, les mesures? C'est 2 fourgons de police, il en faut 4? C'est souvent la séparation de supporters. Et maintenant, à notre niveau, on a toujours présence de spotters qui sont là. Et ça rassure parce que justement, ils sont vus, ils sont reconnus. Et du coup, moi, je me demande quand même comment rentrent les fumigènes. On a vu quelques-uns dans les images, voilà, on les voit dans les écrans. Comment ils rentrent? On est fouillé à l'entrée d'un stade. Moi, je suis fouillé quand je vais au stade Rémy-Rucroix. Il y a des gens qui laissent faire, entre guillemets, des complices? Alors, en tout cas, à chaque fois qu'on demande à la Pro League, ils ont des réponses différentes. Mais sur la finale de la Coupe, Laurine Pareil nous a dit qu'il y a des gens qui, 3-4 jours avant, allaient dans les toilettes du stade Roi-Baudouin, débranchaient des tuyaux, mettaient des fumigènes dedans. Donc, il y a déjà beaucoup d'inventivité, manifestement, si tout ça est vérifié. Et puis, il y a, manifestement, des contrôles peut-être pas assez suffisants ou une complaisance peut-être parfois aussi. On a entendu notamment à l'Union, pour le titre, il y aurait un peu de laisser-faire parce que c'était la fête pour le titre aussi pour l'Union. Pour autant, et ce sera vraiment la conclusion, il nous reste 10 secondes, ça reste un plaisir pour vous d'aller, que ce soit en famille, avec des amis, avec des enfants au stade. Vous l'avez fait, Sophie Van Den Broek, avec vos équipes, vous le feriez aller voir un match ou un autre? Et on a déjà été voir les Red Flames en équipe et des choses comme ça, donc oui, ça... Et il y aura l'Euro, et on n'aura pas eu l'occasion d'en parler, l'Euro féminin. C'était mais juste une dernière question. Vous vous attendez quand même à un engouement pour le foot féminin avec l'Euro qui arrive cet été? Vous pensez que ça va vous faire plus de candidates dans vos équipes, plus de monde? Vous l'espérez? Oui. Déjà, il y a 4 ans, il y avait déjà eu plus d'inscriptions grâce à ça, donc je pense que oui, effectivement.
Merci ça va amener. à tous les quatre d'être venus sur ce plateau échanger. On se retrouvera la semaine prochaine. Ce sera un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.